Si t'as grandi dans les années 90-2000, t'as probablement connu la trilogie du samedi. Tous les samedis soirs à partir de 20h50, M6 enchaînait 3 épisodes de 3 séries différentes. Le programme a marqué toute une génération d'ados qui posaient leurs devoirs pour squatter le canapé. Charmed, Stargate SG1, Smallville, Le Caméléon, Roswell ou encore Dark Angel. Et au milieu de tout ça, une série qui a probablement défini ton rapport au fantastique mieux que toutes les autres. Buffy contre les vampires. Dans tous les films d'horreur des années 80, la jolie blonde descend dans la cave, croise un truc moche et meurt. Dans Buffy, c'est cette même blonde, sauf que cette fois, c'est elle qui tue le truc moche. Ça dure 7 saisons, entre 97 et 2003, 144 épisodes, un spin-off sur Angel, un des vampires, et un héritage culturel qui dépasse largement la série elle-même. Buffy devait revenir cette année sur Hulu, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Aujourd'hui, on va voir ce que sont devenus les 9 acteurs qui ont signé pour Buffy 29 ans plus tard, ce qu'ils ont fait du succès, ce qu'ils en ont gardé, et pourquoi Sarah Michelle Gellar se retrouve aujourd'hui toute seule à porter cette série culte. Alors, installe-toi bien, abonne-toi en te connectant avec ton compte Google si c'est pas fait. Partage la vidéo et bienvenue à Sunnydale. Si on devait désigner l'acteur de Buffy qui a le mieux survécu à Buffy, ce serait lui. 470 épisodes répartis sur 3 séries en tête d'affiche. 27 ans sans interruption. Pas un seul scandale qui l'ait fait dérailler. C'est David Boreanaz. Et pourtant, à 27 ans, quand il signe pour jouer Angel en 97, c'est un parfait inconnu. Avant Buffy, il a fait de la figuration, et c'est à peu près tout. Une apparition dans Marier 2 enfants en 93, où il joue le petit ami biker infidèle, mais pas grand chose d'autre. Il vit à Los Angeles depuis 5 ans. Il enchaîne les boulots de figurant. Et c'est sa première femme, Ingrid Queen, qui l'avait poussé à passer des auditions. Il est repéré par hasard dans la rue, à Los Angeles, il auditionne, et il signe. Sur Buffy, il joue donc Angel pendant 2 saisons en récurrent. Le vampire qui a une âme, l'amoureux maudit. Son personnage devient si populaire que Whedon lui offre son propre spin-off en 99. Angel dure 5 saisons et 110 épisodes jusqu'en 2004. 7 ans de tournage continu sur 2 séries. Quand Angel s'arrête en 2004, David a 35 ans et soit il accepte d'être identifié au vampire au cœur tendre pour les 20 prochaines années, soit il fait l'inverse. L'année suivante, il signe pour Bones sur la Fox, une série d'enquêtes où il joue l'agent du FBI Booth face à Emily Deschanel. Et là, il ne signe pas pour une saison, il en fait 12. 246 épisodes jusqu'en 2017. C'est la plus longue série dramatique de l'histoire de la Fox. David devient d'ailleurs producteur dès la saison 3, et il finit même par diriger 11 épisodes lui-même. Son duo avec Deschanel devient une référence du genre. Et a priori, vous le préférez à la fois dans Buffy et dans Bones. Et pendant ce temps, qu'est-ce que font les autres acteurs de Buffy ? Eh ben, pour la plupart, ils galèrent, mais on va y revenir. En attendant, David, lui, il tourne son 200e épisode de Bones. Quand Bones se termine en 2017, la même année, CBS lui propose SEAL Team. Il refuse d'abord parce que trop épuisé après 12 saisons, mais finit par accepter. 7 saisons de plus en chef d'une unité de Navy Seals, jusqu'en octobre 2024. La série migre de CBS vers Paramount Plus en cours de route. Il est producteur délégué et dirige au moins 6 épisodes. Pour résumer, en 2024, à 55 ans, David Boreanaz a porté 3 séries en tête d'affiche sur 3 décennies. 470 épisodes au total. En février 2026, après 18 mois sans tournage, soit la plus longue pause de sa carrière, il signe pour le pilote d'une nouvelle adaptation de $200 plus les frais chez NBC. Une série culte des années 70, originalement portée par James Garner. À 56 ans, il prépare sa 4e série en tête d'affiche. Pour comprendre David, il faut accepter une idée contre-intuitive.
Il n'a pas survécu à Buffy. Il ne s'est pas battu contre l'étiquette du vampire au cœur tendre. Il n'a pas fui Sunnydale. Il a fait l'inverse de tout ce que ses partenaires ont fait. Il a accepté que Buffy c'était un rôle, pas une identité. Il a enlevé le costume d'Angel pour mettre celui de Booth, puis Dies, et bientôt celui de Rockford. Et il a continué de tourner. C'est pour ça qu'il s'en est sorti, parce qu'il était plus indifférent à la mythologie de Buffy. Il a juste fait son métier. Spike devait mourir au bout de 5 épisodes. Il est devenu l'un des personnages les plus aimés de toute la série. Le seul rival sérieux d'Angel dans le cœur des fans. Et l'acteur qui l'a joué a passé les 20 ans qui ont suivi à pleinement l'assumer. Quand James Marsters auditionne pour Spike en 98, il a 35 ans, soit 8 ans de plus que David Boreanaz au moment du casting de Buffy. Et derrière lui, il a déjà 12 ans de théâtre à Chicago, Seattle et New York. Une vie entière de tournées, de troupes indépendantes, de pièces shakespeariennes jouées dans des sous-sols pour 100 personnes. Mais il a aussi un dossier scolaire compliqué. En 82, il intègre la Juilliard School, l'école d'art dramatique la plus sélective des États-Unis. Il s'en fait virer 2 ans plus tard. Sur la radio Loveline, en 2003, il dira qu'il a été simplement dégagé et qu'à ses yeux, Juilliard n'était pas une école d'acteurs, c'était une école de diction. Il part pour Chicago et fait ses débuts professionnels en 87 dans La Tempête de Shakespeare au Goodman Theatre, dans une mise en scène où il entre sur scène attaché nu sur une roue. Quand son agent lui propose de passer une audition pour Buffy en 98, il refuse. Il a vu le film de 92 et il pense que la série va être pareille, c'est-à-dire pas pour lui. Son agent insiste, lui demande de lire un seul épisode. Il rappelle 15 minutes plus tard pour réclamer l'audition. La production cherchait depuis des semaines un Spike sans jamais le trouver. James arrive à l'audition en jouant la confiance arrogante du personnage. Il fait du Shakespeare devant les autres candidats pour les déstabiliser. Et il signe. Spike est introduit en saison 2 et comme on l'a dit, il devait mourir au bout de quelques épisodes. Sauf que les fans s'accrochent à lui dès sa première apparition. Et la production change ses plans en cours de route. Le personnage devient récurrent, puis régulier en saison 4, jusqu'à la fin de la série en 2003. James enchaîne ensuite sur la 5e et dernière saison d'Angel en 2004, où il est crédité juste derrière David Boreanaz au générique. Mais quand l'univers Buffy s'arrête pour de bon en 2004, James a 41 ans, 0 projet en tête d'affiche derrière lui, et il choisit de faire autre chose. Il fait de la musique. James joue de la guitare depuis ses 13 ans. En 2003, pendant la dernière saison de Buffy, il avait monté un groupe de rock, Ghost of the Robot, dont le premier album Mad Brilliant sort en février cette année-là. Le groupe fait 2 tournées européennes complètes à guichet fermé. En 2005, il sort son premier album solo en acoustique, Civilized Man, et depuis, il n'a jamais arrêté. Il enregistre, il tourne dans des petites salles, il se produit dans les conventions de fans avec sa guitare. En parallèle, à la télévision, il devient le visage des méchants charismatiques dans des séries de science-fiction. Pendant 15 ans, il enchaîne Brainiac dans Smallville, Captain John Hart dans Torchwood, Victor S dans Hawaii 5-0 ou encore Victor Stein dans Runaway. Il prête aussi sa voix à Zamatsu dans Dragon Ball Super. C'est une niche bien définie qui lui assure du travail régulier sans jamais le ramener au premier plan. Au cinéma, en revanche, il accepte en 2009 un rôle qui restera comme la pire ligne de son CV. Piccolo dans Dragon Ball Evolution, l'un des plus gros échecs critiques de la décennie. Mais lui, il l'assume sans regret. Aujourd'hui, à 63 ans, James fait toujours les conventions. Il signe des photos de Spike, raconte des anecdotes de plateau, joue de la guitare en acoustique entre 2 séances de dédicaces. Pour jouer Spike, James devait décolorer ses cheveux toutes les 2 semaines au peroxyde. Le produit lui brûlait le cuir chevelu. Il a fini par ajouter 4 à 7 sachets d'édulcorant Sweet & Low dans la solution, parce qu'il avait découvert que ça atténuait la douleur. Il a tenu bon 5 ans. Et à la fin du tournage d'Angel, il fait raser ses cheveux platine en direct dans l'émission de Ryan Seacrest
pour récupérer les mèches au profit d'une œuvre caritative. Ça, c'est le geste qui résume tout James. Pas de drame, de regret ou de fuite. Il a pris ce que Spike lui a donné. Et il en a fait quelque chose qui dure. Là où David Boreanaz a fait l'inverse de ce que les autres attendaient de lui, James, lui, l'a accepté. Et pour beaucoup d'acteurs qui sortent d'une série culte, c'est probablement la sortie la plus saine qu'on puisse imaginer. Mais il reste malgré tout le personnage préféré après Buffy. Lui, c'est le seul du casting principal à avoir quitté Buffy volontairement. Il est parti parce qu'il avait décidé de partir. Quand Anthony Stewart Head signe pour jouer Giles en 97, il a 43 ans, 20 ans de métier derrière lui, et il est déjà célèbre dans son pays. C'est le seul du casting principal qui n'a pas commencé sa carrière avec Buffy. Né le 20 février 54 à Camden Town, il a grandi dans une famille du spectacle. Son père, Sheffield Head, était réalisateur de documentaires, et sa mère, Helen Shingler, était actrice. Anthony, lui, sort diplômé de la London Academy of Music and Dramatic Art en 1976. Il fait ses débuts à la télévision britannique 2 ans plus tard et passe les années 80 à enchaîner les seconds rôles dans des séries et des films comme L'amant de Lady Chatterley en 81. Mais sa vraie célébrité au Royaume-Uni, elle vient d'ailleurs. Entre 87 et 92, Anthony tourne une série de 12 publicités pour Nescafé aux côtés de Sharon Mogan. Le format, c'est presque un mini-feuilleton. Une romance qui se développe d'épisode en épisode entre deux voisins. Toute une génération de Britanniques le connaît comme le Meg de Nescafé. En 96, il auditionne pour le 8e Docteur dans Doctor Who The Movie. Mais le rôle ira finalement à Paul McGann. Alors l'année suivante, on lui propose d'auditionner pour Giles. Il décroche le rôle en mélangeant à l'audition des éléments de Hugh Grant, Alan Rickman et du Prince Charles, pour donner à son bibliothécaire britannique le côté coincé et un peu décalé qu'il imagine. Sauf que signer pour Buffy, c'est accepter de partir vivre à Los Angeles 8 mois par an. Sa compagne Sarah Fisher et leurs 2 filles, elles, restent en Angleterre. Alors pendant 5 saisons, il fait l'aller-retour toutes les 3 ou 4 semaines dès qu'il a 6 jours de libre dans son planning de tournage. À la fin de la saison 5, Anthony a 47 ans et doit décider de continuer en gagnant un salaire confortable et en restant sur l'une des séries les plus regardées au monde, ou il rentre chez lui. Whedon accepte de le faire repasser en récurrent pour les saisons 6 et 7, ce qui lui permet de revenir tourner ponctuellement sans avoir à habiter à Los Angeles. Sa maison près de Bath a servi de décor pour quelques scènes de la saison 7. La production s'est déplacée jusqu'à lui plutôt que l'inverse. À 49 ans, Anthony rentre chez lui pour de bon. Et là où la plupart des acteurs de Buffy vont passer les 20 années suivantes à essayer de retrouver le succès américain, lui il fait l'inverse. Il enchaîne les rôles dans des productions britanniques sans jamais essayer de revenir à Hollywood. Il y a quand même un projet qui aurait pu changer la donne. En 2007, Whedon annonce à la Comic-Con qu'un téléfilm de 90 minutes centré sur Giles, intitulé Reaper, est presque bouclé. Mais le projet ne se concrétisera jamais. C'est la première fois que Buffy aurait pu revenir. Et c'est la première fois qu'un projet de retour meurt avant d'exister. Sa carrière post-Buffy se construit sur du long terme. À partir de 2003, pendant 5 ans, il alterne les rôles secondaires à la télévision britannique, dont le Premier ministre dans Little Britain et un méchant face à David Tennant dans Doctor Who. Mais c'est en 2008 qu'il décroche son plus gros rôle post-Buffy, le roi Uther Pendragon dans Merlin sur la BBC, qu'il tient pendant 43 épisodes jusqu'en 2012. La même année, il joue Geoffrey Howe dans La Dame de Fer face à Meryl Streep. Et entre 2020 et 2023, Apple TV lui offre un rôle qui le ramène pour la première fois depuis 20 ans à un public mainstream. Rupert Mannion dans Ted Lasso, l'ancien propriétaire toxique du club de Richmond. Il continue aussi la radio et la voix, une présence régulière sur la BBC Radio 4 depuis 2007. Il rejoint en 2018 la distribution de The Archers, le plus vieux feuilleton radio du monde, toujours diffusé depuis 1951. En 2023, il reprend la voix de Giles pour Slayers, A Buffyverse Story, une série audio sur Audible. C'est la première fois en 20 ans qu'il rejoue le personnage. Il a 69 ans. Et quand on lui demande s'il accepterait de revenir pour le projet de redémarrage de la série,
Il répond simplement oui sans hésiter. Ces deux filles aussi sont devenues actrices. Emily Head est connue dans les soaps britanniques pour Emmerdale. Daisy Head a tourné dans Shadow and Bone sur Netflix et dans le film Donjons et Dragons de 2023. Le couple Head-Fisher a transformé sa propriété près de Bath en sanctuaire de 36 hectares pour chevaux, ânes et autres animaux recueillis. Le 1er janvier 2026, Emily et Daisy Head annoncent sur les réseaux sociaux la mort de leur mère. Sarah Fisher est partie subitement fin 2025 à 61 ans. Pour Anthony Stewart Head, ces 22 années qu'il avait gagnées en quittant Buffy en 2003, il les a passées avec elle. C'est aussi pour ça qu'il est le seul du casting à n'avoir jamais regretté la décision de partir. Il avait compris avant tout le monde que Buffy, c'était un costume, pas une identité. Il l'a enlevé pour rentrer chez lui, et il a bien fait. Sur les 9 acteurs principaux de Buffy, elle est la seule à avoir réussi à transformer la série en autre chose. 2 séries cultes successives, 2 personnages devenus iconiques pour 2 générations différentes d'adolescents, et un mariage avec un partenaire rencontré sur le tournage qui dure encore 23 ans plus tard. Alyson Hannigan a 22 ans quand elle signe pour jouer Willow en 97, et déjà 18 ans de carrière derrière elle. Oui, elle a commencé à 4 ans. Ses parents divorcent quand elle a 2 ans. Sa mère l'emmène à Atlanta, où elle commence à tourner des publicités pour McDonald's, Six Flags et Oreo. À 11 ans, elle déménage à Hollywood, où la mère a compris que sa fille pouvait gagner sa vie. Alyson tourne son premier vrai film en 88, J'ai épousé une extraterrestre, où elle joue face à un certain Seth Green. 11 ans plus tard, Green deviendra Oz, son petit ami à l'écran dans Buffy. Le rôle de Willow ne lui était pas destiné. Une autre actrice, Reef Regan, avait été choisie pour le pilote. Mais elle n'a pas convaincu, et la production a refait passer des auditions. Alyson décroche le rôle et apparaîtra dans les 144 épisodes de la série, sans en manquer un seul. Et c'est là qu'elle se distingue. Sur le plateau, Willow et Xander sont les 2 humains ordinaires du Scooby Gang. Mais l'arc de Willow va plus loin que celui d'aucun autre personnage. Au fil des 7 saisons, la timide bibliothécaire devient sorcière, puis lesbienne assumée, puis l'une des premières héroïnes lesbiennes mainstream de la télévision américaine. C'est elle qui porte la rupture de ton la plus radicale de la série. En parallèle, Alyson attrape un 2e rôle iconique. Michelle Flaherty dans American Pie en 99. La fille d'orchestre coincée qui balance cette phrase devenue culte sur son camp d'été. Et une fois, au stage, je m'étais enfilé une flûte dans la chatte. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Et a priori, c'est dans le rôle de Michelle que vous l'avez tous préféré. Elle reprend le rôle dans les 3 suites. Et à 25 ans, Alyson est simultanément Willow et Michelle. Mais le vrai virage de sa carrière se passe sur le plateau de Buffy lui-même. En 99, elle rencontre Alexis Denisov, qui rejoint la distribution dans le rôle de Wesley. Selon Sarah Michelle Gellar, dans une interview à US Weekly, Alyson a eu un coup de foudre. Sauf que Denisov refusait au départ de sortir avec une collègue, mais il a fini par céder. Ils se marient en 2003, en Californie, et 23 ans plus tard, ils sont toujours mariés et ont 2 filles. Quand Buffy s'arrête en 2003, Alyson a 29 ans et saute sur la première vraie occasion qui se présente. How I Met Your Mother démarre en 2005 sur CBS. Lily est une institutrice de maternelle, fiancée à Marshall, joué par Jason Segel. La série tient sur 9 saisons et 208 épisodes jusqu'en 2014. Son mari, Alexis Denisov, y joue Sandy, un personnage qui apparaît dans une dizaine d'épisodes. C'est la 2e fois qu'ils tournent ensemble dans une série culte. La rumeur veut qu'au début, Alyson ait eu du mal avec les scènes de baiser, parce que Jason Segel était fumeur compulsif. Selon une interview à Digital Spy, elle a décrit l'expérience comme « embrasser un cendrier ». Segel lui a proposé de lui donner $10 pour chaque cigarette qu'il fume pour l'aider à arrêter. Le premier jour, il lui devait déjà $200. Si on fait les comptes, How I Met Your Mother lui rapporte plus que Buffy. C'est aussi grâce à cette série qu'Alyson reste, en 2026, l'une des actrices les plus reconnaissables de sa génération. Après How I Met Your Mother, elle ralentit. Elle fait plusieurs pilotes non retenus chez CBS, Paramount et ABC. Quelques rôles à la télévision et au cinéma, mais rien de comparable à ces 2 séries phares.
Elle reprend en 2016 la présentation de Penn and Teller Fool Us, l'émission de magie où elle remplace Jonathan Ross. Elle prête sa voix au personnage principal de Fancy Nancy sur Disney Junior entre 2018 et 2022. En 2023, elle accepte de participer à la 32e saison de Dancing with the Stars. Elle finit 5e avec son partenaire Sacha Farber. Sa motivation, c'est de montrer à ses filles qu'on peut faire des choses qui terrifient. À 52 ans, Alyson Hannigan est probablement le destin le plus lumineux du casting principal de Buffy. Une carrière de quasiment 50 ans derrière elle. 2 séries cultes, un film culte, un mariage qui dure depuis 23 ans avec un partenaire rencontré sur le tournage. 2 filles élevées loin du tumulte d'Hollywood. Elle n'a pas eu à fuir Buffy comme certains, ni à s'y accrocher comme d'autres. Elle a juste continué, elle a avancé. C'est aussi pour ça qu'elle est devenue, sans le chercher, l'une des 2 gardiennes de la mémoire du casting. Contrairement à Alyson qu'on vient de voir, cette actrice est la seule à avoir tout abandonné pour reprendre des études et devenir thérapeute. Et l'histoire qui mène à cette décision est probablement la plus violente du casting. Eliza Dushku rejoint la distribution de Buffy en 98, en saison 3. Elle a 17 ans. Et derrière elle, déjà 8 ans de carrière à Hollywood avec quelques rôles importants. Née en décembre 80 à Watertown, dans la banlieue de Boston, Eliza Dushku est repérée à 9 ans par une directrice de casting alors qu'elle trébuche sur Harvard Square. C'est elle qui le raconte dans le Boston Magazine en 2024. Elle a 11 ans quand on la caste pour jouer la fille de Robert De Niro, 13 ans quand on la caste pour jouer la fille d'Arnold Schwarzenegger dans True Lies de James Cameron. C'est bon, sa carrière est lancée. Mais c'est sur le tournage de True Lies qu'a lieu un événement qu'elle gardera secret pendant 25 ans. En janvier 2018, dans un long post Facebook, Eliza révèle publiquement qu'elle a été agressée sexuellement à 12 ans dans une chambre d'hôtel à Miami pendant le tournage par Joel Kramer, le coordinateur des cascades du film. Arnold Schwarzenegger et Tom Arnold, ses partenaires sur True Lies, la soutiennent publiquement. Voilà ce qu'elle porte en elle quand elle arrive sur Buffy à 17 ans, dans le rôle d'une jeune tueuse traumatisée par une enfance brutale qui bascule du côté du mal. Le parallèle est si frappant qu'on se demande si elle l'a vu à l'époque ou si elle ne l'a compris que des années plus tard. Faith devient l'un des personnages les plus aimés du Buffyverse. Elle revient sur les saisons 3, 4 et 7 de la série et dans quelques épisodes du spin-off Angel. À la fin du tournage, elle a 23 ans et tout un avenir devant elle. Sa carrière post-Buffy démarre fort avec American Girls en 2000, Wrong Turn en 2003 et 2 séries en tête d'affiche, True Calling sur la Fox et Dollhouse de Joss Whedon, toutes 2 annulées au bout de 2 saisons. Elle aura tourné dans plus de 30 films sur 25 ans. Mais en parallèle, sa vie privée s'effondre. Eliza est devenue alcoolique à 14 ans, puis dépendante aux drogues. Elle se sort de l'addiction en 2009, à 28 ans, et ne le rendra public qu'en 2017, lors d'une intervention au sommet du New Hampshire sur la sensibilisation aux opioïdes. L'événement qui change sa vie arrive en mars 2017. CBS l'engage dans la série Bull, avec en tête un rôle régulier sur 6 saisons. Quelques jours sur le plateau suffisent pour que Michael Weatherly, la tête d'affiche, multiplie les remarques sexuelles devant l'équipe. Le pire incident a été capté par les caméras du plateau. Eliza se plaint au showrunner Glenn Gordon Caron, et quelques jours plus tard, son personnage disparaît de la série. CBS finit par lui verser 9,5 millions de dollars dans un règlement à l'amiable confidentiel, somme correspondant au contrat de 6 saisons qu'on lui avait promis. L'affaire devient publique en décembre 2018, quand le New York Times révèle l'investigation interne. Weatherly s'excusera publiquement. Mais à ce moment-là, Eliza a déjà commencé à tout quitter. En 2014, elle quitte Los Angeles pour rentrer dans sa ville natale, Watertown. Elle s'inscrit à Lesley University et obtient un diplôme de psychologie holistique. En 2016, elle rencontre Peter Palagian, ancien tennisman professionnel, passé par Wimbledon, devenu PDG d'Intercontinental Real Estate. Et c'est à peu près là que tout bascule pour Eliza. Elle découvre la thérapie assistée par psychédélique sous encadrement médical. Elle décrit dans le Boston Magazine une séance où elle revisite l'agression de True Lies, sanglote, croit mourir et finit par sortir de la transe avec le sentiment d'être enfin en sécurité dans son propre corps. Elle décide donc naturellement d'en faire son métier. En septembre 2024, à 43 ans, elle annonce officiellement sa retraite d'Hollywood. Et en juin 2025,
Elle obtient son master de conseil en santé mentale à Lesley University. Elle est désormais certifiée en thérapie psychédélique. Sur Instagram, elle écrit « Obtenir mon master, c'est plus qu'une réussite. C'est une vocation profonde réalisée. » Avec son mari, ils ont fait don de 7,5 millions de dollars au Brigham and Women's Hospital de Boston pour la recherche sur l'addiction. Ils financent aussi des essais cliniques sur les psychédéliques en santé mentale, ainsi qu'une initiative législative dans le Massachusetts pour légaliser leur usage thérapeutique encadré. Faith, c'était la tueuse d'à côté qui basculait dans la noirceur, faute d'avoir été aidée. 20 ans plus tard, Elisa Dushku, elle, est devenue celle qui aide les autres à en sortir. Elle est probablement la seule du casting de Buffy à avoir transformé son traumatisme en métier. Contrairement à Elisa, elle a passé 18 ans à se taire. Et quand elle a fini par parler, en février 2021, elle a libéré la parole de tout un casting et fait s'effondrer la carrière de Joss Whedon, le créateur de Buffy. Charisma Carpenter signe pour Buffy en 97. Elle a 26 ans. Elle est née en juillet 70 à Las Vegas. Elle a été pom-pom girl pour les Chargers de San Diego avant de remonter à Hollywood. Elle obtient son premier rôle télé en 94 dans Alerte à Malibu, puis le rôle d'Ashley Greene dans Malibu Shore en 96. C'est ce qui la met sur le radar des producteurs de Buffy. Elle auditionne pour Buffy elle-même, mais bon, comme tu le sais, c'est Sarah Michelle Gellar qui décroche le rôle. Charisma hérite de Cordelia, la peste du lycée de Sunnydale. 3 saisons sur Buffy, de 97 à 99. Puis elle est transférée sur le spin-off Angel à partir de 99. Elle y devient l'un des piliers du show pendant 5 saisons. En 2003, sur le tournage de la saison 4 d'Angel, elle apprend qu'elle est enceinte de son premier enfant. Et c'est à partir de là que tout dérape. Selon ses propres déclarations publiques, Joss Whedon refuse de prendre les appels de ses agents pendant plusieurs jours. Puis, il la convoque dans une réunion à huis clos où il lui demande si elle compte garder le bébé. Toujours selon ses déclarations, Whedon attaque sa personnalité, se moque de sa foi et l'accuse de saboter la série. À 4 mois de grossesse, alors qu'elle pèse que 57 kilos, il la traite publiquement de grosse devant l'équipe. Quand son médecin lui prescrit de raccourcir ses heures à cause de contractions précoces, il lui programme une convocation de tournage à 1h du matin, ce qu'elle interprète comme une mesure de représailles. D'ailleurs, ça me rappelle le calvaire qu'a subi Jim Carrey sur le tournage du Grinch. Si ça t'intéresse, je te mets la vidéo juste là. Son personnage tombe dans le coma à la fin de la saison 4. Cordelia est tuée hors champ dans la saison 5, quelques mois après son accouchement. Elle revient juste pour le 100e épisode en 2004, et c'est tout. Publiquement, elle ne dira rien pendant 18 ans. Sa carrière post-Buffy se poursuit en surface, sans jamais retrouver le premier plan. Elle interprète un personnage récurrent dans The Lying Game entre 2012 et 2013. Pour le reste, ce sont des téléfilms Lifetime, des apparitions dans Charmed, Sons of Anarchy, Supernatural ou encore Lucifer. Au cinéma, elle obtient quand même un second rôle dans The Expendables 1 et 2. Elle reste active, mais elle est invisible. Elle devient mère célibataire après son divorce en 2008. Et c'est cette précarité qu'elle invoquera plus tard pour expliquer pourquoi elle n'a pas parlé plus tôt. L'élément qui débloque tout arrive en juillet 2020. Ray Fisher, l'acteur de Justice League, accuse publiquement Joss Whedon de comportement abusif sur le tournage du film en 2017. Warner Media ouvre une enquête interne et Charisma accepte de témoigner. Le 10 février 2021, elle publie sur Twitter et Instagram un long post intitulé My Truth, en soutien à Fisher. C'est la première fois qu'elle décrit publiquement ce que Whedon lui a fait sur Angel. Joss était le vampire, écrit-elle. Et là, c'est la cascade. Sarah Michelle Gellar publie le jour même. Bien que je sois fier d'avoir mon nom associé à Buffy Summers, je ne veux plus être associé au nom de Joss Whedon. Tous les acteurs du casting publient à leur tour des messages de soutien. Warner Media conclut son enquête en décembre 2020 avec des actions correctives non détaillées. La carrière de Whedon, elle, s'effondre. Cordelia à l'écran, c'était la voix qui claquait, qui ne supportait pas qu'on la fasse taire. Et pourtant dans la vie, Charisma Carpenter a passé 18 ans à se taire, mais quand elle a parlé, ça a libéré la parole du casting. Elle est devenue, sans le chercher, la voix qui a libéré toutes les autres. Dans le casting de Buffy, 2 acteurs ne sont plus là pour témoigner. Et le premier, c'est lui, mort le 20 mars dernier à 54 ans,
6 jours après l'annulation du reboot de la série. Et l'ironie finale, c'est que selon Variety, il n'aurait probablement pas été invité à ce reboot. Né en avril 71 à Los Angeles, Nicolas Brendon a un frère jumeau, Kelly Donovan, qui doublera Nicolas sur 2 épisodes de Buffy. Enfant, il veut devenir joueur de baseball professionnel, mais il est aussi bègue. Et vers 20 ans, il décide de faire du théâtre, précisément pour gérer son trouble de la parole. Les exercices d'élocution exigés par le métier vont l'aider à maîtriser son bégaiement. Une fois devenu acteur, il sera porte-parole de la Stuttering Foundation of America pendant les années de gloire de Buffy. C'est un détail qui dit tout de Nicolas Brendon. Le mec qui avait du mal à parler, devient le mec qui ne sait pas se taire à l'écran. Parce que Xander, c'est exactement ça. C'est la blague qui sauve les autres pour ne pas avoir à se sauver soi-même. Nicolas a 25 ans quand il signe pour Buffy en 96. Il fait les 7 saisons, les 144 épisodes, sans en manquer un seul. Xander Harris devient le pilier comique du Scooby Gang, l'humain ordinaire au milieu des surnaturels. Et pour toute une génération d'adolescents geeks dont je fais partie, il est la preuve que tu peux être nerd, maladroit et drôle, et avoir ta place dans la bande. Nicolas racontera au Hollywood Reporter en 2017, pour les 20 ans de la série, « Je n'ai pas tellement d'interactions folles avec les fans. C'est juste plein de mecs qui me disent « Mec, tu m'as fait coucher avec plein de filles au lycée. Tu as rendu cool d'être nerd, maladroit et drôle. » Je me demande combien de bébés sont nés grâce à Xander. Pendant Buffy, en 2000, il tourne aussi Psycho Beach Party, son seul rôle marquant au cinéma. Mais sa vraie vie, c'est la série jusqu'en 2003. Et quand Buffy s'arrête, il a 32 ans, et soit il rebondit comme Borénaz, soit il accepte que Buffy aura été son sommet. Sauf qu'à ce moment-là, ce n'est plus vraiment un choix, c'est déjà trop tard. Alors sa carrière post-Buffy démarre quand même. Il joue dans l'adaptation télé de Kitchen Confidential, le livre d'Anthony Bourdain en 2005. Il décroche un rôle récurrent sur Esprit criminel entre 2007 et 2014. Où il joue Kevin, l'analyste informatique du FBI, petit ami de Garcia. Il fait aussi des apparitions dans Private Practice et dans Faking It, et aussi dans quelques films d'horreur indépendants. Mais en parallèle, sa vie part en vrille. En 2004, un an après la fin de Buffy, il va volontairement en cure de désintox pour alcoolisme. Il fera une deuxième cure en 2010 après une altercation avec la police. Et à partir de cette même année, Nicolas est arrêté plusieurs fois pour violence conjugale, vol, refus d'obtempérer, voie de fait sur agent et vandalisme. Les faits s'étalent entre 2014 et 2017. Mais chaque arrestation fait l'actualité people et sa carrière télé s'éteint en silence. En 2021, il subit 2 opérations de la colonne vertébrale après une chute. Et il est diagnostiqué d'un syndrome de la queue de cheval, une condition spinale rare. En 2022, il est hospitalisé en urgence pour tachycardie. On lui découvre une malformation cardiaque congénitale. Il fait une crise cardiaque la même année. Ces dernières années, il s'était tourné vers la peinture. Le 20 mars dernier, 6 jours après l'annulation du reboot de Buffy, Nicolas Brendon meurt dans son sommeil à 54 ans. La cause officielle, c'est une maladie cardiovasculaire aggravée par une pneumonie aiguë et les séquelles de son infarctus de 2022. Les hommages pleuvent dans les heures qui suivent. Alison Hannigan publie sur Instagram « Mondou Nikki. Merci pour ces années de rire, d'amour et de Dodgers. Je penserai à toi à chaque fois que je verrai un rocking chair. Je t'aime. » Et Sarah Michelle Gellar publie un hommage qui frappe par sa précision. Elle reprend mot pour mot une réplique de Xander dans la saison 7, quand il parle à Dawn de ce que c'est d'être l'humain ordinaire dans une équipe de héros. Ils ne sauront jamais à quel point c'est dur d'être celui qui n'est pas choisi. Vivre si près de la lumière sans jamais entrer dedans. Mais moi je sais, je vois plus que les autres ne le réalisent, parce que personne ne me regarde. Cette réplique, écrite par les scénaristes de Buffy il y a 20 ans pour décrire le sentiment de Xander d'être l'humain ordinaire au milieu des élus, est devenue par sa mort une sorte d'auto-épitaphe. Vivre si près de la lumière sans jamais entrer dedans. C'est exactement ce qu'a été sa carrière post-Buffy. À la fin, Nicolas Brendon ne tournait plus. Il peignait. Le silence qu'il avait fui en devenant acteur l'avait rattrapé. Et c'est dans ce silence qu'il avait trouvé la peinture. C'est la plus jeune de la bande, partie 1 an avant Nicolas Brendon, à 39 ans,
dans son appartement de Manhattan. Michel Trachtenberg naît en octobre 85 à New York, dans une famille juive d'origine ukrainienne et allemande. Sa mère, Lana, est gérante de banque et son père, Michael, ingénieur. Ils divorcent quand elle a 8 ans. Sa mère ne parle quasiment que russe à la maison, langue que Michel parlera couramment toute sa vie. Elle commence à tourner avant de savoir marcher. Plus de 100 publicités avant son premier rôle télé, dans un épisode de New York Police Judiciaire où elle joue une enfant mourante. Elle a 10 ans en 96 quand elle décroche le rôle principal d'Harriet la petite espionne, adaptation du livre culte de Louise Fitzhugh. Le film fait d'elle une vraie star pour enfants. Ensuite, il y a Inspecteur Gadget en 99 avec Matthew Broderick et Migo, une sitcom sur CBS annulée au bout d'une saison. En 2000, elle a 14 ans quand elle rejoint Buffy en saison 5. Elle interprète Dawn, la petite sœur de Buffy, et c'est Sarah Michelle Gellar elle-même qui a poussé pour qu'on l'engage. Les deux s'étaient connus quelques années plus tôt sur le tournage de La Force du Destin, le soap où Gellar jouait Kendall Hart et où Michelle apparaissait comme jeune actrice. Gellar la considérait comme sa petite sœur dans la vraie vie. Selon certaines interviews, elle l'aidait pour ses devoirs entre les prises. Dawn devient le personnage central du final de la saison 5. Buffy se jette du haut d'une tour pour la sauver d'une déchirure dimensionnelle, en lui disant qu'il faut être courageuse et vivre. Pour les fans, c'est l'une des scènes les plus marquantes de la série. Personne ne sait à l'époque qu'elle deviendra, 25 ans plus tard, autre chose. Michelle reste sur Buffy jusqu'à la fin en 2003, soit 3 saisons. Elle a 17 ans à la fin du tournage et tout un avenir devant elle. Et sa carrière post-Buffy démarre fort. Sex Trip en 2004, Mysterious Skin avec Joseph Gordon-Levitt, un petit arc dans la série Six Feet Under en saison 4 dans le rôle de Céleste, la starlet caractérielle. Princess on Ice pour Disney en 2005, 17 ans encore en 2009 face à Zac Efron et Matthew Perry. Mais c'est en 2008 qu'elle décroche le rôle qui va définir la deuxième moitié de sa carrière. Georgina Sparks dans Gossip Girl, la méchante manipulatrice, la rivale de Serena van der Woodsen, qui devient instantanément un personnage culte. 28 épisodes sur 6 saisons jusqu'en 2012. Elle est l'une des seules actrices de sa génération à porter 2 personnages cultes successifs dans 2 séries cultes pour 2 générations différentes. Au Seventeen Magazine, elle dira « C'est plus marrant de jouer la méchante que la gentille. J'adore la réaction qu'on provoque. Je n'ai jamais compris pourquoi certains acteurs ne veulent pas jouer les méchants. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo entière sur pourquoi on adore les méchants. Et je te la pose juste là aussi. Sa carrière ralentit dans les années 2010. Un rôle dans la série Merci, annulé au bout d'une saison. Des apparitions dans Weeds ou dans Killing Kennedy. Elle anime la série Meet Mary Murder sur Tubi en 2021. Elle reprend brièvement le rôle de Georgina Sparks dans la suite de Gossip Girl sur HBO Max en 2023. Et en février 2021, elle se joint à la cascade de soutien à Charisma Carpenter contre Joss Whedon. Dans les mois qui précèdent sa mort, ses photos Instagram inquiètent ses fans. Elle apparaît amaigrie, le visage tiré. En janvier 2024, elle réplique publiquement sur les commentaires. Anecdote amusante, voici ma tête. Pas de malnutrition, aucun problème. Pourquoi tant de haine? Prends un calendrier. Le 26 février 2025 à 8h du matin, le 911 reçoit un appel d'urgence de son immeuble, à 2 pas de Central Park. C'est sa mère qui la trouve inconsciente. Les secours la déclarent morte sur place. Elle avait 39 ans. Quelques heures après l'annonce, Sarah Michelle Gellar publie sur Instagram un message qui restera. Elle reprend presque mot pour mot les dernières paroles de Buffy à Dawn dans la finale de la saison 5, juste avant son sacrifice. Michelle, écoute-moi, écoute. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. La chose la plus dure dans ce monde, c'est d'y vivre. Je serai courageuse. Je vivrai pour toi. Dans la série, Buffy disait à Dawn qu'il fallait vivre et qu'elle se sacrifierait pour qu'elle puisse le faire. 25 ans plus tard, Dawn est partie en premier et Buffy a dû tenir cette promesse seule. Elle a passé 25 ans à refuser le retour de Buffy. Quand elle a fini par accepter, c'était pour offrir à ses partenaires une dernière scène commune. Cette fin lui a été retirée en mars dernier par un appel téléphonique de 15 minutes. Et 2 des partenaires concernés ne sont plus là pour le voir de toute façon. Née en avril 77 à New York, Sarah Michelle Gellar est repérée à 4 ans dans un restaurant par une directrice de casting. Elle tourne sa première publicité pour Burger King l'année suivante. À 6 ans,
Elle est déjà une jeune actrice qui travaille, ce qui se vérifiera toute sa vie. Elle décroche le rôle de Kendall Hart dans le soap La Force du Destin en 93. Elle recevra un Daytime Emmy de la meilleure jeune actrice à 18 ans en 95. Et c'est avec cette récompense que les producteurs de Buffy la repèrent. Elle a 19 ans quand elle auditionne pour la série. Elle veut le rôle de Cordelia, mais Whedon lui demande de revenir auditionner pour Buffy. 7 heures d'audition sur une semaine, un screen test et elle signe. Pendant les 7 saisons, de 97 à 2003, Sarah gagne au plus haut $250 000 par épisode. Elle refuse, à cause de son planning de tournage, des rôles dans American Beauty, Fight Club, Un mariage trop parfait et Gangs of New York. Et ces refus posent une question qui va la suivre toute sa vie. Parce que Buffy lui ouvre toutes les portes en télévision, mais elle ferme celles du cinéma de prestige. En parallèle, elle tourne quand même dans quelques films. Souviens-toi l'été dernier et Scream 2 en 97, Sex Intention en 99, Scooby-Doo en 2002 et sa suite en 2004, The Grudge en 2004 aussi. Et apparemment, c'est là que vous l'avez tous connu aussi. C'est d'ailleurs sur le tournage de Souviens-toi l'été dernier qu'elle rencontre Freddie Prinze Jr., qu'elle épousera en 2002 et avec qui elle aura 2 enfants. Quand Buffy s'arrête, elle a 26 ans et un statut un peu compliqué. C'est l'une des actrices les plus reconnues de sa génération. Mais elle est trop identifiée à Buffy pour percer ailleurs. Alors pendant 10 ans, elle alterne les projets qui ne décollent pas. Ringer en 2011, annulé au bout d'une saison. The Crazy One en 2013 face à Robin Williams, annulé au bout d'une saison aussi. En 2015, à 38 ans, Sarah fait quelque chose que personne n'attendait. Elle cofonde Food Steers, une marque de kits de pâtisserie bio en e-commerce, avec 2 partenaires de Wall Street. En 2 ans, la marque est distribuée dans 7500 magasins américains. En 2019, Forbes annonce que Food Steers atteint $10 millions de chiffre d'affaires. Elle publiera un livre de recettes en 2017. Food Steers cesse ses opérations en 2021, après la pandémie, et elle finira par vendre ses parts en 2022. C'est pendant cette parenthèse entrepreneuriale que Chloé Zhao l'approche pour la première fois avec l'idée d'un reboot de Buffy. Zhao, c'est une vraie fan de la série. Elle vient de gagner l'Oscar du meilleur film pour Nomadland et elle a une carte blanche relative à Hollywood. Mais Sarah refuse, plusieurs fois. Ce qui finit par la convaincre, c'est pas l'argent ni la nostalgie. C'est la passion de Chloé et ses raisons pour vouloir faire ça. Alors, elle finit par dire oui. En février 2025, Hulu commande officiellement le pilote de Buffy New Sunnydale. Dans le script original, Buffy n'apparaît qu'à la toute fin de l'épisode pilote, dans une scène d'épilogue où elle vit anonymement dans un open space sous le nom d'Anne Summers. Le pilote est tourné à Los Angeles en août 2025. La première version du script ne convainc pas Hulu. Alors les scénaristes réécrivent l'épisode pour le passer à 90 minutes avec beaucoup plus de Buffy à l'écran. Et cette nouvelle version est jugée bien meilleure. Mais pendant toute la semaine du 9 mars 2026, les producteurs de la série attendent un feu vert. On est le 13 mars 2026 et il est 18h. Sarah Michelle Gellar est à Austin pour la première mondiale de son nouveau film Ready or Not 2 au festival SXSW. Et c'est à ce moment précis qu'elle reçoit l'appel de Craig Erwich, président de Disney Television Group, qui lui annonce que le projet est annulé. Pas de série, pas de pilote diffusé, pas de prolongation. Le timing est horrible, parce que Chloé Zhao se prépare au même moment pour les Oscars le dimanche, où son film Hamnet est nommé dans 8 catégories dont meilleure réalisation. Sarah doit monter sur scène quelques heures plus tard pour défendre un film produit par Searchlight Pictures, qui appartient au même Disney qui vient de tuer Buffy. Le lendemain, samedi 14 mars, Sarah publie sur Instagram une vidéo dans laquelle elle annonce la nouvelle aux fans. Elle remercie Zhao. Elle conclut par une référence à la série. « Je vous promets, si l'apocalypse arrive vraiment, vous pouvez toujours me biper. » 3 jours plus tard, le 20 mars 2026, Nicolas Brandon meurt dans son sommeil. Sarah publie son hommage avec la réplique de Xander à Dawn. Aujourd'hui, à 49 ans, Sarah Michelle Gellar continue. Elle joue Tanya Martin dans la série Dexter Les Origines sur Showtime. Wolfpack sur Paramount Plus en 2023, annulé au bout d'une saison, malgré 85% d'audience sur Rotten Tomatoes. Elle est juge sur Drag Race en 2024 et 2025. Juge principale du retour de Star Search sur Netflix à partir de janvier dernier. Elle fait aussi une apparition dans la version 2025 de Souviens-toi l'été dernier. Et comme on l'a dit, Ready or Not est sorti en mars dernier. C'est elle qui reste.
Elle qui hérite de la responsabilité de la mémoire collective de Buffy, qu'elle voulait précisément ne plus porter seule. Elle avait passé 20 ans à refuser le reboot, à essayer d'enterrer le rôle qui l'avait défini. Et quand elle a fini par accepter, c'était pour les autres, pour offrir à ses partenaires une fin. Mais cette fin lui a été retirée. Buffy se sacrifiait dans la série pour sauver ceux qu'elle aimait. Sarah Michelle Gellar est la dernière debout. 9 personnes ont signé en 97 pour une série que personne n'attendait. 29 ans plus tard, 2 ne sont plus là. Et les autres ont chacun trouvé leur façon de continuer. Aucun de ces destins n'est parfait. Personne n'a fait carrière sans cicatrices. Mais aucun d'entre eux n'a baissé les bras. Chacun a trouvé sa façon de tenir, avec ce que Buffy lui avait donné et avec ce que la série lui avait coûté. Whedon avait inversé un cliché en 97. La blonde qui descendait dans la cave ne mourait plus. Elle tuait le monstre. 29 ans après, ces acteurs ont fait la même chose. Ils ont survécu à ce qu'on attendait d'eux. Et nous, on regardait la trilogie du samedi en pensant qu'on regardait juste une série de vampires. On regardait en fait 9 vies en train de se construire devant nos yeux. Et d'ailleurs, Buffy contre les vampires n'est pas la seule famille de fiction à avoir vu ses membres partir trop tôt. Une autre série culte des années 90 a vécu la même chose il y a 2 ans. C'est l'histoire d'une bande d'amis qui se retrouvaient tous les soirs dans le même café et qui ont eux aussi perdu leur comique en route.